Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéolandia du samedi soir. Nous sommes toujours, depuis 2 semaines, sur les routes de Beauce. Vous souvenez-vous, l'an dernier, nous sommes passés à côté de ce pont couvert, merveilleux endroit idyllique pour un bon camping. Nous sommes toujours en expédition en Beauce, 3e partie de 3, sur le thème Les vagues du Nouveau Monde. Et la diffusion en première a eu lieu samedi, le 23 septembre 2023, pour le Vidéolandia numéro 39. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les autoristes du Nouveau Monde qui vous parlent. Reportage annuel, on pourrait dire, pour cette fois la 100 millième vague, première édition, dirigée par Mathieu Deuté. Les reportages de l'année dernière pour la 100e vague, première édition en 2 épisodes. Et pour les abonnés du club créé du mois de septembre 2023, nos 2 invités très particuliers dans leurs propos. Le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, musique de Niad Morancy, soutien technique Emmanuel Stéphane Jeannot et Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie et à la caméra souvent ici, Spirale, le concepteur du site du club créé, François Deschamps, webmaître. Ne manquez pas d'aller dans le complément surprenant, c'est dans le forum Orandia, à l'adresse orandia.com pour retrouver des éléments complémentaires à tout ce que vous allez voir et entendre ici aujourd'hui. On arrive. Vous reconnaissez la grange au loin? Bienvenue à la 100 millième vague. Nous y sommes. Entrons. Vous savez, il a plu depuis 2-3 jours avant, alors tout le terrain était boueux, marécageux. Et oui, la sécurité, la police était sur les lieux, question de s'enquérir de type d'activité et de possibilité d'intervenir aux besoins de manière sécuritaire pour protéger toute la population qui assiste à des grandes activités publiques. C'est toujours le cas. C'est une question de sécurité. Vous reconnaissez la province de Québec en Amérique du Nord, alors les États-Unis juste en bas avec le Vermont, le Maine, l'État de New York. On approche de la vallée du Saint-Laurent. On est au-dessus de la région de la Beauce, qui est bien définie par, au milieu, le fleuve Saint-Laurent, dont les plus grandes villes sont Montréal et Québec. Et juste au sud de Québec, c'est la Beauce. Il y a 2 semaines, nous étions en expédition au mont Grand-Morne. Et d'en haut, on peut observer le beau panorama de la vallée de la Beauce, en direction du sud, donc vers les États-Unis au loin, les Appalaches. Et c'est là le village de Saint-Éphrem-de-Beauce. Entre ici, le village de Saint-Éphrem-de-Beauce, c'est là qu'a eu lieu cette rencontre de la 100 millième vague, là où avait eu lieu l'année dernière la 100e vague. On se comprend? Bonne émission! Ma belle Brigitte Savoie. On l'applaudit, s'il vous plaît. On va faire 2 chansons. La première, Brigitte, tu l'as composée, c'était pas longtemps, là. Non, ça fait pas longtemps. Aussitôt que la vidéo a sorti du 100e... Aussitôt que j'ai chanté, là. Il est venu le temps de la 100e. Ah, vous l'avez vu passer, vous autres, Fait que Brigitte avait envoyé une chanson qui s'appelle Nouveau Monde. Elle n'a pas fini, il l'a fini. Fait que c'est une chanson, hein, qu'on prend à 2. Moi, c'est comme à la table. Tu sais, Brigitte finit pas son assiette, moi, je vais finir. Moi, j'ai dit, fais ce que tu veux avec, puis c'est ça. On est ici t'asseoir. Non, mais c'est parfait. Ça s'appelle Nouveau Monde. Fait qu'on s'approche du micro pour diminuer les feedbacks. OK. Vu que la femme la crache, on va. Vas-y, ma chère Brigitte, on s'amuse, OK? Jack Minacton. C'est le temps du nouveau monde, celui qui a toujours été. Quand on revient en arrière, juste avant de s'embarquer dans cette vie effrénée de travailleurs et de mariés, faire vivre la famille, c'est pas évident sans s'enfarger. Ça arrive des fois hein, qu'on s'enfarge un petit peu, pas se pardonner. Les gentils de pouvoir sont les plus pauvres que j'ai rencontrés. Leurs cœurs se sont
enfermés dans le passé bien arrêté, essayant d'embarquer tout ce beau monde en liberté. Y en ont pogné quelques-uns, mais nous on veut s'en libérer. Yeah. J'ouvre grand et embarque mon ami, changeons cette vie de peur et de pouvoir. Altaria pour éclairer la vie, suivons ce chemin de la lumière du cœur. Vous avez plein de lumière dans votre cœur, frères et sœurs. C'est temps du nouveau monde, celui dont on nous a caché. J'exauce mes prières, tout mon être enraciné. Mes deux mains dans la terre, le regard du charpentier, branché sur l'univers, l'énergie libre pour aimer. Merci de marquer la voix. J'ouvre dans les bras, embarque mon ami, changeons cette vie de peur et de pouvoir. Altaria pour éclairer la vie, suivons ce chemin de la lumière du cœur. Encore. J'ouvre grand les bras, embarque mon ami, changeons cette vie de peur et de pouvoir. Altaria pour éclairer la vie, suivons le chemin de la lumière sans fin. La lumière sans fin, ouais, brillez, brillez, brillez. Et malheureux celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire doit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre confiance. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut. Alors, il n'a pas besoin... Ah, ok. Salut Hélène, Il n'a pas besoin de présentation. D'ailleurs, il est déjà là. Ah ben oui. C'est un honneur de l'avoir parmi nous. Il a accepté dès que je lui ai proposé. Puis pour moi, c'est ce que j'avais besoin. De me confirmer qu'on était sur le bon chemin. Puis vous nous le confirmez aujourd'hui. Puis je ne prendrai pas plus de temps. Le seul et unique, Robert Béliveau, mesdames et messieurs. C'est un signe. On va arranger avec le gars des vues. Alors, merci beaucoup. Merci de votre présence. Je suis honoré. Je suis ému aussi. Hein? Quand j'ai entendu la chanson, Monsieur le Président, il faut dire non. C'est le début de la sagesse. Non à la violence. Et puis oui à la paix. Et c'est plus facile de dire non quand il y a un oui qui se présente en nous. Et je trouve ça extraordinaire. Je voulais commencer par honorer la diversité. La semaine dernière, j'étais à la 100e vague. Cette semaine, je suis à la 100 millième. Et puis il y a des gens qui ont critiqué le fait d'avoir 2 événements au lieu d'un. Donc, il y a eu une distance entre certains humains qui portent un projet, puis il y a eu une dissension. Il y a eu quelque chose qui s'est transformé. Et il y a des gens qui trouvaient ça dommage, et moi, je trouvais ça merveilleux de suivre sa voie. Puis des fois, suivre sa voie, ça veut dire suivre ce qui se passe en nous, Mathieu. Et puis le projet qu'on porte, lui donner forme, pas rester enfermé dans un projet
qui a été beau, mais être capable à un moment donné de prendre une distance, de se rapprocher de ce qu'on porte et puis d'oser le porter, et puis de choquer au passage peut-être certaines sensibilités. Et c'est à ce prix-là qu'on va pouvoir exercer notre être, et puis devenir, et puis manifester ce qu'on a intérêt à manifester. J'ai eu le travail, en fait l'occasion de le faire moi aussi, à mon tour, après 23 ans de pratique, de loyaux services à des patients qui étaient attachés à moi et envers lesquels j'étais attaché moi aussi, dire j'ai quelque chose d'autre à manifester, j'ai quelque chose d'autre. Il y a plein de médecins qui sont capables de traiter des pharyngites, des laryngites, des cystites, name it, là, tu sais, des côlons irritables. Alors, moi, j'ai envie d'apporter quelque chose d'autre, quelque chose qui s'appelle « Reprenez votre pouvoir ». Et arrêtez d'être des patients. Devenez des participants et les principaux artisans de votre processus de guérison et de transformation. Et puis tout le monde, on a à faire ça. Et un jour ou l'autre, puis des fois, ça prend du temps avant de manifester ce qu'on porte, parce que les conditions sont peut-être pas nécessairement totalement favorables, et il y a des lâcher-prises à exercer. Il y a toute une série d'événements auxquels on doit se confronter, je dirais, à certains événements. Certains événements nous portent, puis d'autres, il y a des peurs qui apparaissent. Et quand j'y pense, et Chantal m'a dit « Qu'est-ce que tu ferais, Robert, si tu n'avais pas peur? » C'est pour moi des mots qui me restent très profondément en moi. Ça ne veut pas dire qu'on nie la peur, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait jamais avoir peur, ça veut dire qu'on a de la peur et du courage. Ceci et cela. Alors, ayez pas peur de la peur est là, va nous suivre tout au long de notre vie. Et il n'y a pas de mal à ça. On a le droit d'avoir des peurs. Et actuellement, il y a beaucoup de choses qui semblent menaçantes. Et notre travail, c'est de dire de quoi j'ai besoin pour être bien, de quoi j'ai besoin pour être heureux. Est-ce que j'ai besoin de voyager? Si l'OMS décide de mettre de l'avant son passeport vaccinal, est-ce que ça va m'empêcher de voyager? Peut-être ça va m'empêcher de faire certains voyages, mais le voyageur en moi, il y a moyen de le faire vivre au Québec. Alors, c'est pas nécessaire d'aller ailleurs et on a sillonné le Québec depuis le début de l'été, Chantal et moi. Et ça a été, on est allé de découverte en découverte et jamais on a senti de frustration de ne pas être ailleurs. Alors, parfois, on est dans l'idée qu'il y a un ailleurs meilleur. Et puis, si ici, c'était assez bon, assez bien, et peu importe les circonstances, qu'on va être capable de faire face aux circonstances avec des gens autour de nous autres et savoir qu'on peut prendre notre vie en main. Et puis, on a besoin des liens. Ces liens-là, on peut les trouver. Il y en a qui se sont distendus, qui ont été abîmés, qui ont été même fracturés. Tout le monde a eu des liens qui ont été touchés. Et on a de la difficulté des fois à reprendre ces liens-là. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais l'élan parfois a été, en tout cas, est parti. Chez moi, en tout cas, j'ai beaucoup moins j'ai plus d'hésitation avant de reprendre contact. Il y a eu des blessures profondes. Et récemment, Chantal m'a invité à mettre sur mon Facebook un article paru dans la presse que je ne lis plus, soit dit en passant. J'ai complètement fait un X sur tout ce qui est paru, ce qui paraît dans la presse. À un moment donné, je lisais tous les articles d'un bout à l'autre. À un moment donné, j'ai réduit ça au moins pour savoir c'est quoi les gros titres, où c'est que ça s'en va. Puis là, j'ai dit finalement, je mets un terme complet. Et j'ai cessé toute lecture de ce qui se passe dans la presse. Mais Chantal n'est pas arrivée à la même place que moi. Je ne dis pas qu'elle est ailleurs, là, ou que... Non, elle est avec moi. Et puis elle me dit, il y a un article qui a été paru et qui était très intéressant. C'était quoi le titre de l'article, Chantal? Après la tempête. Après la tempête. Après la tempête. Et c'était, dans le fond, l'idée qui était véhiculée, c'était... Et si on reprenait contact, on faisait, dans le fond, comme si tout allait bien. On oubliait de parler ce qui nous a éloignés, ce qui nous distingue les uns des autres, les pros, les antis, etc., parce qu'on s'est identifié soi-même dans un courant de pensée. Et on a oublié que ce qui est le principal, finalement, c'est le respect les uns des autres. C'est pas la position qu'on prend.
les idées qu'on a, c'est des perceptions qui sont véhiculées, puis souvent qui sont sinon erronées, du moins partiellement erronées. Alors, quelle idée que tu te fais de ton père, l'idée que tu te fais de ton père ou l'idée que tu te fais de ta mère, c'est pas ton père, c'est pas ta mère non plus, c'est juste l'idée que tu t'en fais. C'est la même chose par rapport à peu près tout, les idées qu'on construit autour d'un lien, d'une personne, d'une relation. Alors, est-ce qu'on va prendre le risque de se manifester, puis de se faire retourner, ou de se faire ignorer, ou de se faire rejeter encore une fois? C'est à vous de décider. Et pour moi, si l'élan est là, ou si je me sens assez fort pour accepter qu'il y a des gens que j'aimais, et puis qui avaient l'air de m'aimer, mais que j'ai appris qu'ils m'aimaient si je me conformais, si j'étais vacciné, ou peu importe, là, si j'étais obéissant et docile, alors que c'est pas dans ma nature, je suis pas venu au monde comme ça, là, tu sais, c'est comme... Alors, à un moment donné, il faut respecter notre nature, puis des fois accepter qu'il y a des gens qui s'éloignent parce qu'ils nous aimaient, dans la mesure où on se conformait à une idée ou une valeur particulière. Alors, c'est un test pour tout le monde actuellement. C'est un révélateur aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Et avec qui on est bien? Puis moi, je peux vous le dire tout de suite, ici, je suis bien. Je suis avec vous. Et même des gens qui ne pensent pas comme moi, tout à fait, j'ai soupé récemment avec ma fille, puis il y a des points où on se rencontre, puis il y a des points où on est divergent. Et puis, j'ai adoré ma rencontre avec elle. Je me suis dit, ma chérie, c'est une joie d'être avec toi, puis de te laisser l'espace pour t'exprimer ouvertement, librement, en sachant que tu vas être accueilli. Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord avec ses points de vue, ses prises de position. Ça veut dire qu'elle a un espace pour s'exprimer, et puis qu'elle va être respectée dans ce qu'elle va manifester. Alors, elle n'a pas besoin de mon accord, Dieu merci, pour vivre sa vie, et puis la vivre comme elle l'entend, et non pas comme je le souhaiterais. Et elle a cette force-là, et j'en suis... je vois ma femme là, qui est touchée de m'entendre. Mais la même chose avec un de nos garçons que j'ai rencontré, puis qui m'a traité à un moment donné. T'es pas rendu climato-sceptique en plus, papa? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu sais, c'est comme... Et il m'a envoyé des articles, tu sais, un qui est apparu dans le Time Magazine, là, qui mentionnait que 99,9% des scientifiques sont d'accord sur le fait qu'il y a des changements climatiques, c'est une crise grave et c'est anthropique, c'est causé par les humains. Puis j'ai dit, il m'a envoyé ça, puis il a oublié de me dire en bas que cet article-là avait été parrainé puis subventionné par Bill Gates, la Bill Gates Foundation. Ce que je lui ai renoté. Et puis j'ai dit, moi, c'est pas le 99,9% qui m'intéresse, c'est le 0,1% qui m'intéresse. C'est eux autres qui méritent d'être écoutés, ou celui-là ou celle-là qui mérite d'être écouté et entendu, parce que les autres, on connaît la clameur, c'est de la peur encore, c'est comment générer de la peur pour obtenir quoi? De l'obéissance puis de la soumission. Parce que c'est avec ça qu'on réussit à enfermer les gens dans des certitudes. Et puis, comme disait un des écrivains que j'ai apprécié énormément, Norbert Ben Saïd, qui est un médecin de famille, qui avait écrit « La lumière médicale, les illusions de la prévention ». Il disait « Les certitudes sont des prisons dorées, mais ce sont des prisons. Et elles sont le fondement de toutes les intolérances. » Alors, mon nom, c'est Guylaine Gagnon. Mathieu vous ferait des blagues en disant que c'est pas la même que certains connaissent. Je suis moins connue un peu. La seule et unique. Ah, enfin! Et puis c'est vraiment drôle parce que la seule et unique, l'année passée, j'ai été contactée, j'étais à la 100e vague comme participante d'abord. Puis je fais un petit aparté, là, parce que j'ai été contactée par un des organisateurs l'année passée, qui me dit « Est-ce qu'on peut se parler? » Je dis « Oui, pas de problème. » Ça fait quand on se donne rendez-vous sur... c'est un FaceTime ou je sais plus trop.
Il dit oui, donc c'est quoi tu voulais me dire? Ben, je sais pas, c'est toi qui m'as contacté. Et il y avait 2 Guylaine Gagnon l'année passée. Il y en avait une qui faisait du yoga. Puis moi, finalement, qui a fait un cercle de parole sur l'éducation, ce qu'on voulait en éducation pour le futur de nos enfants. Et ben, ça a amené ça. Fait que la seule et unique, mais et une autre, et une autre, et une autre. Alors moi, je suis enseignante au primaire depuis pas mal d'années. J'ai gradué en 1995 à l'Université de Sherbrooke. J'ai commencé à travailler à temps plein en 2001. À l'époque, on n'avait pas nos classes en sortant, donc j'ai vécu plusieurs choses comme suppléante entre-temps. En 2001, j'ai eu mon premier poste. J'ai eu la chance de me retrouver à prendre la classe, dans le fond, d'une enseignante qui a été nommée conseillère pédagogique pour la réforme. À l'époque, c'était la fameuse réforme de l'éducation, dont plusieurs ont entendu parler. Et à l'époque, c'était vraiment, là, tout le monde parlait de ça et on en parle encore aujourd'hui. Cette enseignante-là, pour moi, c'était déjà un modèle. Je la connaissais déjà. C'est quelqu'un qui travaillait vraiment en pédagogie alternative. Dans le milieu scolaire, je suis au public, là, on n'est pas dans des écoles privées. Alors, ça se peut, des pédagogies alternatives au public. J'avais eu un cours à l'université dans tout mon bac. J'ai eu un seul cours, puis je pense que c'était pas un cours de 15 semaines. C'était dans le cours de 15 semaines, j'ai peut-être eu 3 heures sur les pédagogies alternatives, donc sur ce qui se fait autrement que du traditionnel. Alors, quand on entre dans le milieu de l'éducation, pour avoir eu des stagiaires de 4e année finissantes au cours des 2 dernières années, ça n'a pas changé. Elles ne sont pas au courant, il n'y a rien ou à peu près rien qui se donne à ce niveau-là, au niveau... l'horaire se fait avec les enfants, c'est pas le prof qui dit, bon, on fait des maths, on fait du français, les enfants, c'est vraiment tout choisi ensemble. Et il y a énormément d'écriture. Donc, le journal de classe, le journal scolaire est à l'honneur, un peu partout. C'est ça, tout est fait collectivement au niveau des apprentissages, au niveau de la planification. Je la présenterai peut-être pas toutes, mais vous voyez, on n'est pas dans le quotidien d'une école avec des rangées d'oignons, l'enseignant qui est en avant, qui explique et qui fait faire des exercices, et même le prof, c'est le dernier qui va être consulté. Donc, l'enfant qui va aider l'autre enfant, c'est pas de la copie, c'est pas tricher, c'est aider. On est une communauté d'apprentissage et puis c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'on veut fonctionner aussi dans la société. Alors, mais à l'école, souvent, tu parles avec le voisin, non, tu es en silence. Ils ont des moments de silence aussi. Là. Ils ne parlent pas n'importe quand, tout le temps. Des fois, il y a des moments, il y a le droit de parole qui doit être très bien respecté. Mais c'est pas juste pour écouter le prof. Au contraire, le prof va être là comme soutien, comme aide, comme guide, mais pas comme la figure centrale, si on veut, de la journée. La suivante, la pédagogie Waldorf-Steiner. Donc, ça vient de Rudolf Steiner, que certains connaissent peut-être pour l'anthroposophie, disons que c'est une personne qui a fait plein de choses. Et entre autres, il a fondé une pédagogie. C'est une pédagogie qui est énormément axée sur les arts, donc sur la connaissance de soi dans son corps, sur l'art comme moyen d'expression, que ce soit au niveau art plastique, la danse, le chant. C'est très, très, très au centre de cette pédagogie-là. C'est une pédagogie aussi qui va allier beaucoup l'aspect spirituel. Certains aiment, d'autres moins. Je sais qu'il y a eu aussi à certaines époques, à certains moments, il y a eu des soulèvements un petit peu, des questionnements de certaines personnes. Est-ce que c'est une secte? Hein? On connaît un peu ce que c'est quand tu essaies de faire un peu de spiritualité ou de faire un peu différemment. Des fois, certains ont peur, mais ce que j'en sais, là, ça n'a aucun rapport avec le fait d'être une secte. Mais c'est une pédagogie, comme toutes les autres pédagogies alternatives, qui est très centrée sur les enfants. C'est une pédagogie où ils vont apprendre à lire plus tard. Ils vont vraiment apprendre à se connaître dans leur corps, dans leur cœur, dans leur tête, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils aiment, leur goût. Ils vont apprendre à lire plus vers 7 ans. T'sais, au primaire, au traditionnel, c'est plus en première année vers 6 ans. Puis on commence même à la maternelle avec la conscience phonologique. Eux autres, ils gardent ça plus pour vers la 2e année, donc l'équivalent de la 2e année vers 7 ans. Apparemment que ça fonctionne, parce que ça fonctionne. C'est une pédagogie qui est très ancienne aussi, là, ça a une centaine d'années
au moins, là. C'est au début du 20e siècle. La prochaine, c'est ma préférée, c'est ma pédagogie chouchou, que j'ai découvert aussi dans ce fameux cours-là que j'ai eu à l'université et que j'ai redécouvert et expérimenté quand j'ai eu mes enfants. J'ai 2 grands garçons de 16 et 18 ans aujourd'hui qui sont passés malgré tout par l'école. Moi, j'aurais voulu, si j'avais eu la possibilité à cette époque-là, si ça avait fonctionné comme ça avec le papa, j'aurais voulu vraiment faire l'école à la maison avec mes garçons. On aurait pu partir. J'aurais été du genre à partir on the road. Le but de la conception bioclimatique, c'est vraiment d'offrir des habitations en harmonie avec son environnement pour offrir le plus grand confort des occupants. Donc, c'est vraiment de s'aligner, de travailler avec la nature, d'avoir la végétation environnante pour offrir l'ombrage en été pour climatiser la maison et la garder fraîche, mais aussi de pouvoir profiter du soleil en hiver pour se chauffer. Et vous ne prendrez jamais trop de soleil, parce que ce sont des vitres anti-UV. Donc, il y a une partie de la photosynthèse qui se fait, mais beaucoup moins. Donc, oui, ça va pousser, oui, ça va prendre la direction de la lumière, mais ça va pas avoir une pousse normale, en fait, par rapport aux lumières. Parce que les lumières qu'on met là, c'est du full spectrum, donc c'est vraiment prévu pour les plantations. On les voit pas, les tours. Ben non. On voit des plantes qui poussent en quelque chose, mais là, on voit bien. On voit bien comment c'est fait. Quand on a commencé la 100e vague, on ne devait pas avoir d'électricité. Je ne peux pas faire sans électricité. Ben oui, mais là, je m'organise. Regarde, les tours fonctionnent. Ben oui. J'ai de l'électricité. Mais ton problème, c'est que c'est pour l'autonomie. La pompe coulait, Oui, pas le premier jour, mais après, oui. Mais le danger, c'est que ça, c'est pour l'autonomie. C'est idéal tant qu'il y a de l'électricité. Quand il n'y a plus d'électricité, quand les lampes ont fait leur temps, il faut changer les lampes. 36. Oui, les pierres aussi, ça coûte de l'argent, puis il faut t'aider. Ça, tu peux avoir des réserves pour 5 ans, si tu veux. Bon, oui. Il y a toujours des alternatives. Exact. Oui. Je veux dire, puis ça chauffe pas. Non, ça, on n'aurait pourrait pas marcher avec des plaques d'électricité, solaires. on prendrait une petite rivière, on ferait une déviation, je te mettrais ça, une petite patente ici, là, puis hop, je te ferais couler de l'eau là-dedans. Bien répondu, monsieur. Ben oui. Ouais, mais il faut que tu aies ta petite rivière, là. Hein? Mais, au mois d'octobre, c'est fini. Ah oui, parce que ça gèle. Ben oui, parce qu'on est basé à Sainte-Thérèse, c'est la première ferme de tours dans les Laurentides. OK. Pardon, on a 14 tours en production, on vend des légumes. Oui, frais, oui. Sans pesticides, sans agents de conservation, avec une valeur nutritive à 100%. Une salade pour être mangeable, elle prend combien de temps? 5 semaines. Avec une graine, là? Oui, oui. C'est-à-dire, on va planter la graine dans le cube de laine de roche. Oui. 2 semaines après, elle va être bonne pour mettre dans la tour. 3 semaines après, on va pouvoir récolter nos salades. On va pouvoir commence à prendre des feuilles on commence à prendre des feuilles de salade sur les contours. C'est comme on voit là-bas. Là. Exactement. Ouais. Puis avec la tour, on n'a plus jamais de gaspillage. Pourquoi? Parce qu'on vient récolter par rapport à nos besoins. Et c'est toujours frais. Toujours frais. Donc vivant. Donc c'est de la nourriture vivante. C'est marqué ici sur nos pamphlets. Nourriture vivante. Oui, quand il est écrit sur les pamphlets, mais quand on le vit, c'est autre chose. Exact. Je vous le Merci Richard. Mais on se revoit, Christophe, c'est sûr. On va en parler dans... Parlant de nutrition, j'ai profité de la fin de la journée pour faire une pause et commander une limonade rose faite de baies d'hibiscus ajoutée de vitamine C. C'est combien? 3 $. OK. C'est vraiment rose, hein? C'est bien. Oui, mais c'est à l'hibiscus. C'est bon. Merci. Dans des réunions comme celle-ci, il est tout à fait de bonne loi de retrouver des produits santé, naturels.
à la bonne vôtre. Et dans ces réunions d'adultes en général, c'est un signe de santé d'entendre des cris d'enfants qui jouent. Santé physique, mais aussi santé psychologique, sociale. C'est de la vie. Le hasard fait bien les choses. J'ai fait la rencontre d'amis que vous avez connus il y a 2 semaines lors de la montée du Grand Morne. Après-midi, il y a eu une petite pluie fine pendant que le docteur Béliveau faisait sa conférence. Okay. Puis on a fait des petites passe-passe, ça s'est arrêté. Quand ils ont annoncé le docteur Robert Béliveau, le ciel s'est ouvert, il a fait un beau soleil, juste 30 secondes. Ça s'est refermé. Puis pendant sa conférence, c'était pénible, on se demandait, il va tout pleuvoir, il ne pas. Finalement, il a tombé un petit peu de pluie. C'est lui qui était notre caméraman d'occasion. Jeannot, vous l'avez reconnu? Ben oui, Jeannot qui avait perdu ses lunettes fumées dans une escapade dans des cavernes. Alors, je vous recommande d'aller voir le vidéo-randia numéro 37, le Mont Grand Morne, en expédition jusqu'au sommet. Maintenant, voici un moment clé de cette rencontre de la 100 millième vague. Écoutez bien. En premier, merci à l'événement, la 100 millième vague, de nous avoir fait une place, de nous avoir donné la chance de venir présenter le film ici. Puis un gros merci aussi à Nathalie Diol, en fait, qui a eu l'idée de m'inviter et de venir présenter le film Printemps éternel. Donc, rapidement, le film Printemps éternel, en fait, on l'a terminé en 2021, puis on a fait la tournée des festivals l'année dernière, donc en 2022. On a gagné de multiples prix partout dans le monde, prix de l'audience, prix des jurys, puis on a été choisi par Téléfilm Canada, en fait, pour représenter le Canada aux Oscars de mars 2023 dans la catégorie film international. Fait que c'était vraiment un très, très grand honneur pour nous, puis une super belle reconnaissance du travail qu'on avait fait. Pour moi, ça a été toute une expérience parce que, dans le fond, je suis déménagé à Toronto pour travailler sur ce projet-là. Puis ça a été 6 ans de ma vie ainsi que la vie de ma famille, mes 2 garçons, mon épouse. Donc, ça a été beaucoup de travail. Puis, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de vous le présenter aujourd'hui. C'est une histoire qui est très, très importante pour moi. C'est un documentaire qui est entièrement en mandarin, donc il est sous-titré en français. C'est sûr que ça peut être un petit peu peut-être plus difficile pour les gens qui sont à l'arrière, mais je souhaite que tout le monde ait la chance de bien lire et d'être capable de suivre. C'est une histoire qui est très importante pour moi. C'est quelque chose que, selon moi, tout le monde devrait connaître. C'est des histoires qu'on n'entend pas toujours parler, mais qui sont vraiment importantes. Des individus qui ont vécu toutes sortes de choses au travers de ça, puis c'est pas toujours nécessairement médiatisé pour différentes raisons. Donc, voilà, je vous souhaite une super belle écoute. Après le documentaire, ça me fait plaisir de répondre à des questions, quoi que ce soit, de parler du sujet, de parler de comment on a fait le film. Il y a tout un côté artistique aussi, ou du sujet lui-même, droits humains, toutes ces choses-là. Ça va me faire plaisir de rester après pour avoir une discussion. Il dure combien de temps? Le film, il dure 1h25. Super. Donc, bonne écoute, puis... oui, je vais passer le micro s'il y a d'autres choses. On verra pour le volume. On va se faire aider de ce côté-là. Merci beaucoup. Monsieur. Bien, tiens, voilà encore une expérience ésotérique. La pédagogie alternative formule Matthieu 2T. Voyez-vous, il faudrait fermer la porte parce que le soleil à l'horizon, avant de se coucher, est encore beaucoup trop clair, éclairait sur l'écran qu'on voyait moins bien le film. Alors, il y a des gens qui ont insisté, il y a d'autres qui se prêtent à l'exercice pour aider la jeune fille qui essaie de fermer la porte toute seule. C'est ça la pédagogie alternative de Matthieu 2T, c'est-à-dire laisser la population prendre en main les responsabilités, intervenir selon leurs propres compétences. Encore une fois, ça va être axé sur l'enfant selon les intérêts de l'enfant. C'est toujours des pédagogies centrées sur l'enfant plutôt que sur l'enseignant, sur l'enseignement en tant que tel. C'était de se débrouiller soi-même. Incroyable, hein?
Pourrait-on vivre longtemps et dans des conditions encore plus vastes que strictement une salle de projection, avec cette technique à chacun se débrouiller? Mais voilà, le film débute. Je vous préviens, c'est un film exceptionnel dont on ne pouvait pas vous présenter ici l'intégrale. Non, pour des questions de droit d'auteur, mais on s'est servi de ce qu'on retrouve sur YouTube, la bande-annonce officielle. C'est lui-même, celui qui a présenté le film, qui a travaillé sur le film, qui nous a autorisé à dire, bon, ben, allez le chercher sur la bande-annonce. Alors, c'est encore en mandarin, mais le sous-titre est en français. Il s'agit d'une histoire incroyable qui s'est réellement produite en Chine au début des années 2000, lorsque le groupe Falun Gong était persécuté par le gouvernement chinois pour des raisons spirituelles, ésotériques, une façon de vivre, une façon de penser. Et c'était pas acceptable que des gens soient intéressés par quelque chose qui n'est pas productif, qui n'est pas rentable matériellement, dirait-on. Et qui pouvait donner des idées de liberté, de faire à sa tête. Alors, voyez-vous, ces gens-là se sont révoltés, mais d'une manière pacifique. Ils ont tout simplement interrompu la télédiffusion d'une station importante dans une très grande ville de Chine. À l'heure dite, ils ont coupé les fils de câble, parce que toutes les maisons étaient branchées sur le câble. Et en se servant du fil du câble, ils ont projeté, à partir d'un enregistrement VHS, un document qui montrait le côté international des Falun Gong, accepté dans tous les pays du monde, excepté la Chine, et qu'ils n'étaient pas des gens agressifs. Et les gens dans leur foyer, le câble a été interrompu quelques secondes, le temps de brancher le VHS dessus, et ils ont reçu ce film en faveur du Falun Gong. Ça a réveillé la conscience populaire et les gens se sont aperçus qu'en effet, il y avait une répression qui était non justifiée. Qu'est-ce que vous voulez? C'était un événement qui s'est produit dont on n'a à peu près personne entendu parler. Quand le film s'est terminé, il n'y avait personne pour allumer les lumières de la salle. Personne ne savait où était l'interrupteur pour redonner de la lumière. Avec mon téléphone cellulaire, j'ai allumé la petite lumière qu'il y a sur les téléphones cellulaires, tout de suite. Là. Si j'étais ma petite lumière de téléphone cellulaire, ça permettait quand même de voir un peu l'espèce de chaos dans lequel on était. J'ai trouvé un interrupteur qui a allumé des lampes au mercure très haut au plafond dans la grange. Et ça finit par donner de la lumière, lentement. Bonne suite de cette rencontre exceptionnellement traumatisante. Là, le soleil était couché à l'horizon et les gens étaient dans une ambiance morbide. Parce que le film révèle, grâce à des gens qui se sont sauvés de Chine, dont un qui est un dessinateur professionnel en Chine, qui ont permis de réaliser ce film-là, avec à la fois des parties animées par dessin animé et d'autres avec des vraies personnes qui étaient des gens qui ont participé. Ils se sont retrouvés 3 ici au Canada, après s'être enfuis de Chine, à transmettre cette information précise de la répression auquel ils ont été victimes, dont il y a eu des gens qui ont été tués, qui ont été martyrisés, torturés, et d'autres qui sont disparus dans la nature. Alors, c'était un moment fort dans la 100 millième vague, je peux vous dire. J'ai osé faire une déclaration. Écoutez, il n'y a personne ici qui sait où c'est. En tout cas, c'est un sacré bon film. Hein?
Souhaitons que ce ne soit pas ce qui nous attend d'ici quelques mois au Québec, avec la deuxième vague de la pandémie. Voici donc maintenant la période de questions auxquelles s'est prêté ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi ce film-là n'a pas gagné. Bonne écoute. À Hollywood. Le film qui a gagné cette année, c'est un drôle de titre. Hein, c'est un film avec des Chinois dedans. Hein. Ouais, ben ça dépend de la catégorie, mais j'espère que vous avez aimé le film. Merci beaucoup d'être là. Ouais, ben c'est ça qui arrive. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Chine, dans le tournage qui ne sortent pas nécessairement de la Chine. Fait que c'est sûr que là, on avait l'opportunité vraiment d'une histoire qui est assez unique, avec tout ce qui se passait avec l'histoire d'essayer de pirater le réseau de télévision, puis tout ça. Donc, c'était vraiment une histoire unique. Puis l'angle aussi avec Daxiong, en fait, qui est un artiste super reconnu en Chine, puis qui a été obligé de quitter sa ville natale, puis de laisser tout derrière, en fait, de laisser son studio derrière, puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'était un angle super intéressant pour parler d'une situation. Puis en même temps, c'est un groupe qui est persécuté parmi plusieurs autres aussi. Comme on le mentionne à la fin, on a entendu parler beaucoup ces dernières années des Ouïghours, tout ça, exact. Puis tous les camps qu'il y avait là-bas pour les transformer finalement, beaucoup de brainwashing, puis tout ça pour essayer de les transformer. Fait qu'on a entendu parler beaucoup de ça, on a entendu parler aussi beaucoup du trafic d'organes, puis mais des histoires comme ça très précises à propos d'individus qui ont vécu certaines choses, c'est toujours, pour nous c'était une chance en fait de donner aussi encore plus de poids à ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont malheureusement qui ont perdu leur vie finalement. Fait que c'est une opportunité vraiment en faisant ce film-là de donner la chance de donner encore plus de poids à ce qui s'est passé, aux événements, puis à ce que tout le monde puisse en entendre parler finalement. Lui, ce monsieur-là, il n'est pas menacé à Toronto avec les postes de police chinois qu'il y a au Canada? Là? Bien, à Toronto, c'est intéressant. Je veux dire, il y a il y a une communauté très, très grande d'Asiatiques, de Chinois, aussi de pratiquants de Falun Gong. Il y a des centaines, en fait, de pratiquants là-bas, même plus. Puis lui, particulièrement, tu sais, je veux dire, eux autres, ils ressentent beaucoup de pression. Souvent, le réalisateur du film, Jason Loftus, lui, est marié à une Chinoise qui vient de Changchun aussi. Puis lors de la production du film, sa famille, elle a eu de la pression. La famille de son épouse a eu de la pression en Chine parce qu'eux sont encore en Chine. Fait que souvent, ça se fait aussi par le biais au Canada, aux États-Unis, c'est plus difficile. Ben, heureusement, c'est plus difficile qu'ils puissent exercer une genre de pression comme ça parce qu'il y a quand même, ils n'oseraient pas nécessairement faire la même chose qu'ils font en Chine. Par contre, ils utilisent la famille souvent, donc des proches, tout ça, puis ils vont faire des répercussions. Puis tu sais, il y a un autre côté aussi. Ah, merci. Allô, allô? Il y a un autre côté aussi qui est, tu sais, comme nous, lors de la production du film, en fait, on avait aussi une entente. On produit des applications, des sites web aussi, on fait d'autres produits que des documentaires. Donc, puis on avait un contrat parce qu'on a fait un jeu qui s'appelle Shuyan, qui parle de la culture traditionnelle chinoise, dans laquelle on retrouve aussi tout un côté de Kung Fu et tout ça, puis qui avait été très très bien reçu par les gens en Chine parce qu'on utilisait l'art, encore une fois, traditionnel chinois. On avait travaillé avec Daxiong sur ce jeu-là. Puis, à un certain point dans le processus, on avait réussi à vendre le jeu en Chine, en fait. Puis, un moment donné, on a reçu un appel, puis ils nous ont dit qu'il fallait couper toutes les ententes, tous les contrats qu'on avait avec eux. Puis, mon patron, il dit « OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? » On avait passé toutes les étapes de censure, parce que là-bas, lorsque tu veux produire un jeu vidéo ou peu importe quel type de contenu, ça passe par plusieurs étapes. Puis tout avait bien été à ce niveau-là, mais un moment donné, ça a bloqué. Puis la dame au téléphone, elle nous a expliqué, elle a dit « Ben, ça se peut-tu que votre compagnie, il y a des gens là-bas qui fassent des choses qui ne sont pas en ligne avec la Chine, puis tout ça. » Puis en tout cas, on peut voir les répercussions souvent. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de compagnies qui n'auront pas nécessairement
le courage ou bien les moyens de pouvoir le faire. Nous, on a décidé d'aller de l'avant. Jason, il a décidé de continuer. Il a dit tant pis, on a probablement perdu beaucoup d'argent à cause de ça, mais lui, il s'est dit, écoute, si on plie toujours à ce qu'ils font, ben, ça leur donne de plus en plus de pouvoir aussi. C'est ce qui se passe à Hollywood beaucoup, c'est qu'ils ont une grosse présence là-bas, ce qui fait que plus les gens vont se plier lorsqu'ils ont des répercussions comme celle-là, ou qu'ils perdent des contrats, ou qu'ils perdent des chances de faire de l'argent, mais eux, ils savent qu'ils ont un levier, puis à n'importe quel moment, s'ils le désirent, ils peuvent te faire plier finalement, puis dire, ah ben là, si tu parles de ci, si tu parles de ça, si tu fais telle chose ou pas, ben là, peut-être que tu vas perdre un contrat, peut-être que on ne pourra pas faire affaire avec vous, tout ça. Fait que, disons que c'est ça. Nous, on a décidé de continuer de le faire. Et il y a des répercussions des fois, malheureusement, avec la famille des gens qui peuvent être impliqués, s'ils ont de la famille en Chine. D'autres fois, ça peut être des répercussions au niveau des contrats, des monétaires. Mais je pense que c'est juste vraiment important pour faire honneur à l'histoire. Puis eux, ils ont vécu des choses beaucoup plus difficiles que moi, par exemple, ou que nous ici. Tout le monde a besoin de faire certains sacrifices, mais en même temps, je pense que c'est super important de faire honneur à leur histoire. Puis d'avoir réussi, c'est ça. Juste à amener le film à bout, puis de pouvoir le présenter au plus de gens qu'on peut, finalement. Quand est-ce qu'il va être public? Normalement, il devrait sortir sur la plateforme de Vice. Vice, ils l'ont acheté aux États-Unis pour leur plateforme de streaming à partir du 7 septembre. Puis, je suis pas familier exactement c'est quelle plateforme, tout ça, mais il va être accessible en ligne à ce moment-là où est-ce que les gens peuvent s'abonner ou acheter le film. Puis plus tard, probablement qu'il va être accessible aussi sur... la dernière étape, souvent, c'est de le mettre accessible sur iTunes, Amazon, des choses comme ça. Mais pour l'instant, les droits vont retomber dans les mains de Vice. Et piraté, disponible à tout le monde sur... Internet. Ben, ça, c'est une autre étape que Jason aimerait faire, d'utiliser il y a des méthodes où est-ce que les gens en Chine, il y a beaucoup de censure, mais pour réussir à passer, disons, le mur de censure qui se retrouve au niveau de l'Internet, il y a quand même des moyens, puis ça, c'est une chose que Jason il essaie de faire une entente avec des groupes comme ça qui pourraient le mettre disponible tout simplement gratuitement en ligne pour que les Chinois puissent l'écouter et connaître la vraie histoire finalement de ce film-là. Il est en mandarin, fait que là-bas, il comprendrait immédiatement. Ah, c'est certain que le public qui comprend le mandarin en ce moment, il est choyé, on n'a pas besoin de lire tous les sous-titres. Liang, le nom du principal, un des principaux, tu sais que ça veut dire deux en chinois, en mandarin? Deux. OK. Einstein, ça veut dire une pierre, pierre 1. Eins, zwei, drei. Oui, mais je vous avoue que mon mandarin, il est peut-être pas à la hauteur de ce qu'il devrait, mais je vous crois. Oui, mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Allez-y. Je ne vois pas en arrière. OK. Ben, juste question rapide. Y a-t-il une possibilité qu'avec le temps, le film soit traduit dans différentes langues? Oui, ben en fait, il est déjà traduit dans plusieurs langues. Je ne connais pas toutes les langues qui ont été traduites. Je pense qu'il est déjà en espagnol. Traduit ou sous-titré? Sous-titré toujours, oui. Non, il ne sera jamais doublé par la simple et bonne raison que souvent dans le monde du documentaire, il y a tout un côté authentique qu'on essaie de garder, puis d'entendre vraiment les voix originales. C'est quelque chose que les gens souvent apprécient beaucoup. En même temps, d'un autre côté, ça rend la chose un petit peu plus difficile, mais donc non, on ne va pas le doubler, mais sous-titrer dans plusieurs langues, oui. Toi, personnellement, ton implication, c'était quoi dans le... Ben moi, en fait, j'ai travaillé sur le projet. J'ai toujours travaillé en animation 3D. Puis Jason, je l'ai connu un petit peu plus tard, tout ça dans mon cheminement. Puis il m'avait parlé de ce projet-là en 2015. Puis il m'avait suggéré de venir m'occuper en fait de l'équipe de l'animation 3D. Fait que moi, je me suis vraiment occupé de ce côté-là du projet pour réussir. Il y a à peu près 50 minutes d'animation dans le projet, dans le film. C'est bien, c'est bien fait. Ça a été, c'est ça, ça a été ma principale implication. Mais on était une petite équipe, puis au final, il y avait plusieurs. Disons qu'on portait plusieurs chapeaux, mais mon implication principale était à ce niveau-là, donc de produire l'animation. Oui. Il y a eu aussi David Saint-Amand, qui est le directeur d'animation, qui est un autre Québécois qui a participé au projet. Il y avait un animateur aussi, Carl Beauchemin, qui est aussi un Québécois. Puis on avait vraiment une petite équipe. Normalement, pour faire autant de volume d'animation, ça demande... Si vous regardez des films de Pixar et tout ça, vous allez voir qu'à la fin du générique, là, ça roule très, très, très longtemps. Là. On parle de centaines d'animateurs. Tout ça. Nous, on avait 4 animateurs principaux là, qui ont animé sur le projet. Puis on avait le reste de l'équipe, donc différents rôles comme la création des personnages, les dessins, tout ça. Puis
Dashang, c'est lui qui faisait tous les concepts, les dessins aussi. On avait une technique assez particulière. Là, pour respecter l'authenticité de son travail, lui, il dessinait tout sur papier. Là, on scannait ça ensuite pour l'amener dans des méthodes plus traditionnelles pour faire la couleur, tout ça, puis le projeter sur des volumes, tout ça en 3D. Mais on a vraiment, là, on a des tonnes, des centaines de dessins papier que lui a fait, puis il faisait avec son marqueur, tout le kit, là, très, très traditionnel comme approche du côté de Dashang. Fait que pour essayer de garder ça, là, on le faisait, on lui disait, OK, on va te suivre, on dessine comme tu veux, nous autres, on va amener ça dans les ordi après, puis on va gérer, mais ça a été un petit peu chaotique, mais ça donne un résultat intéressant. Très intéressant. On est privilégié d'avoir vu ce film-là avant tout le monde, dans le fond, ici au Québec. Ben, juste pour être honnête, en fait, ça fait déjà 1 an qu'on fait le tour du monde avec. Fait que oui, mais au Québec, je l'ai pas vu nulle part. Non, mais vous avez raison, au Québec, quand même, il a joué à la Maison du cinéma à Montréal. Ouais. Il a joué au CLAP à Québec aussi. That's all. Puis, sinon, il s'est retrouvé... On était aussi à Comic-Con la semaine passée, il y a 2-3 semaines. À cause de l'aspect comic book, c'est un peu différent comme film, disons, parce qu'à Comic-Con, c'est surtout des stars, puis tous les gens qui se déguisent en super-héros, puis tout ça. Mais c'est un autre type de super-héros, comme Dashang il l'explique dans le film, fait qu'on a eu de la chance. Quelle est la réaction? C'est une question, juste. Ah ben vas-y, oui. De toute façon, est-ce que tu n'es pas un peu Big Truck en nous représentant tout ça, le travail que tu as fait, puis qu'on voit le film, là? Ben, c'est un peu ça, je trouve ça le fun, Dashang, comment il le présente, tu sais, du côté de continuer, ou bien, tu sais, il y a Xiaowei aussi qui en parle, qui dit, il est à New York, puis il continue avec son gros camion, puis à distribuer du matériel, tout ça, pour essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe en Chine, puis ainsi de suite. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui peuvent se retrouver dans le personnage de Big Truck ou de Liang, peu importe dans leur projet, peu importe dans leur communauté, dans leur croyance, sans que ça soit au niveau du Falun Gong. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent fort pour quelque chose qu'ils croient, puis qui sont très braves dans le processus parce que souvent ils vont frapper des murs, ils vont frapper des difficultés, mais ils continuent à toujours pousser pour ce qu'ils croient en fait, puis ils font les choses avec leur cœur. Fait que, oui, moi je me retrouve d'une certaine façon dans ce personnage-là, puis je pense qu'il y a plein de monde aussi dans ce qu'ils font qui peuvent se retrouver. Puis je trouve que c'est une belle, tu sais, quand Dashang disait ça à la fin, c'est pas scripté, c'est Dashang qui parle puis qui a lu son propre processus dans la création du film. Je trouve ça tellement beau quand, justement, il parle dans le fond, c'est quoi un héros, puis juste quelqu'un qui on voit tellement de films de Marvel puis de super-héros qui sont super bons d'ailleurs, c'est bien correct, mais là, des fois, on est un peu biaisé sur peut-être notre vision de c'est quoi un héros, puis dans le fond, un héros ou une héroïne, ça peut être quelqu'un de très très simple au final qui suit ses croyances, ça peut utiliser sa bonté en fait pour persévérer dans ce qu'il croit. Je trouve que c'est un beau message. Puis moi ça m'a touché moi-même parce que quand tu fais un documentaire, tu sais pas comment ça va finir. Hein. Tu travailles dessus, il y a du monde qui se font interviewer, oups, ça change. Tu sais, Monsieur Jin, Monsieur White, lorsqu'on a commencé le projet, on ne le connaissait pas, on ne savait même pas qu'il existait. On ne savait même pas qu'on allait avoir la chance de travailler avec un des survivants pour vraiment raconter l'histoire. On s'est lancé dans le projet sans même savoir que lui existait. Puis dans le processus de parler à un autre, finalement, il y a quelqu'un en Corée qui a survécu, qui s'est sauvé, puis il est prêt à vous parler, puis il est prêt à vous raconter sa version, tout ça. Fait que quand tu fais un documentaire, tu ne sais pas trop comment ça va tourner. Est-ce qu'il va, moi je suis arrivée à la fin, est-ce que ce film-là va être représenté durant les 3 autres jours qui nous restent? Malheureusement, non. Mais si tu as le contact à Nathalie, aussitôt que je sais comment y accéder, c'est peut-être en septembre ou quelque chose, on pourra vous envoyer un courriel. Sinon, il y a le site web eternalspringfilm.com. Vous pouvez vous abonner, pas vous abonner, mais juste entrer votre courriel pour avoir l'infolettre. Donc, dans le fond, vous auriez l'information aussi à partir de là, si vous êtes intéressé. En allant sur le site web, vous rentrez votre courriel, puis lorsque le film va sortir, pour être disponible publiquement, on va envoyer ça à tout le monde. Est-ce qu'il va être diffusé à Sherbrooke? Ben c'est ça. On travaille de voir pour essayer d'organiser d'autres projections, en fait. Puis, Sherbrooke, à la Maison du cinéma, on essaye d'organiser une projection au mois de septembre, probablement le 28 septembre. C'est possible qu'au Québec, il y a d'autres endroits qu'on réussisse
à organiser les projections. Parce qu'on a déjà fait la tournée dans le sens que il est déjà sorti en salle aux États-Unis, en Europe, au Canada aussi, en Colombie-Britannique, à Toronto, puis comme je disais, à la Maison du cinéma, puis au CLAF à Québec. Sauf que là, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aussi aux gens d'organiser des projections privées. Fait que c'est plus les cinémas eux-mêmes qui vont le distribuer, mais s'il y a des gens qui désirent, par exemple, la voir, on peut organiser des projections, si on loue la salle, en fait, puis on organise une soirée, des choses comme ça. Fait qu'à Sherbrooke, on va le faire idéalement le 28 septembre. Merci beaucoup, très apprécié. Bonne soirée. Quelle belle énergie de la part de Yvan Pinard. Il m'a mentionné dans son équipe Carl Beauchemin, David Saint-Amand et d'autres du Québec qui ont participé à la réalisation et la production de ce document-film vraiment spécial qui a marqué beaucoup de gens. Il y a même des gens qui en ont pleuré en regardant les scènes du film. Il y a beaucoup de répression et de violence. Mais vous voyez, à l'extérieur, le soleil est couché et il y a des gens qui se sont rassemblés autour d'un bon petit feu de camp. On était le jeudi soir, donc le premier soir de cette fameuse fin de semaine de la 100 millième vague. Et vous comprenez que maintenant qu'on a accordé beaucoup de temps à ce film, on va être obligé de se donner un rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce congrès de la 100 millième vague. On voyait que les nuits étaient fraîches. Il fallait mettre un chandail chaud, un couvert. Vous savez, ces rencontres sont un succès quand le public, quand vous-même, vous participez et vous apportez vos chaises de jardin, vos vêtements en condition, des bottes d'eau, parce que là, il y avait eu beaucoup de pluie avant. Mais durant la fin de semaine, il n'y a pas plu, ou un peu, la nuit surtout. Et ce sera un rendez-vous pour l'été prochain, vous savez, ça va se faire encore. Suivez-nous et vous aurez les détails. Alors pour la semaine prochaine, voici quelques extraits de ceux qu'on va rencontrer et entendre. Bonne écoute. Ton mental qui va gérer toute ta journée puis qui va te faire des crans dans le corps parce que tu t'écoutes pas. Parce que moi, j'ai étudié le corps depuis plus de 20 ans. Puis quand tu as une douleur ici, c'est parce qu'il y a quelque chose à te dire que tu n'as pas compris. Puis si tu ne comprends pas, il va continuer de te faire mal encore plus. Puis là il m'appelle, « Nat, peux-tu me prendre? Là, je suis plus capable. » Fait que moi, là, quand je lui fais un soin, c'est pas juste un soin. Ça s'appelle psychocorporel. Viens ici, on va te trouver le problème. La chance de prendre avec la caméra, on est allé voir Éric-Emmanuel Smith, Guy Corneau, avant qu'il meure. On a des archives de ça, on a plein de gens tellement intéressants. Ma recherche était mon intérieur, fait que l'intériorité. Puis je me suis laissée guider, je savais pas ça donnerait quoi. Puis hier, on l'a couché, moi et mon mari, puis là, on vous le présente, là, il est tout chaud, là. Puis ensuite, il va aller dans d'autres festivals. J'espère que vous êtes les premiers, là. C'est incroyable. C'est pour ça que le mécanicien, il voulait plus qu'il y touche. C'est pour ça aussi, quand il est parti et qu'il ronronnait, c'est pour ça qu'il n'arrêtait pas de dire il ronronne, parce que normalement, il était supposé faire clic, 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 clic. OK? C'est incroyable. OK? Fait que c'est de la magie, non? C'est plus que ça. On va continuer un peu pour savoir la Statue de la Liberté. J'ai découvert que dans son socle était marqué un poème d'Amal-Lazarus, « Le nouveau colosse », non pas comme ces géants de cuivre célébrés par les anciens. Déjà là, comprenez-vous la phrase? Qu'est-ce qu'il veut dire par « le nouveau colosse » ? Des événements mémorables dans l'histoire de ton pays. Ça veut dire qu'elle est en train de nous dire qu'il y a quelque chose d'immense qui s'en vient, plus grand que tout ce qu'on a connu. Et tout est marqué d'avance, vous savez, l'histoire s'écrit avant de se faire. Ils vont tous vibrer ensemble et se connecter à cette énergie-là de servir soi et de servir les autres. Vous allez vous approcher du centre, connecter avec la source de l'organisation. Faut que tout le monde vote, là.
C'est pas comme aux élections, Steve, vous allez vous ramasser avec quelque chose que vous voulez pas. On peut faire plusieurs cercles autour. Vous venez d'entendre Mathieu 2D. Mais c'est ça un peu sa pédagogie alternative. Comme il y aura une deuxième partie à notre rencontre, il fallait bien refaire l'image pour bien annoncer la deuxième partie qui sera le Vidéorandia numéro 40. Et bien sûr, nous venons de voir le Vidéorandia numéro 39. Tout ça en préparation d'un nouveau monde. Bonne semaine et c'est un rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas? Toujours un plaisir de vous lire. Merci à tous ceux qui sont abonnés à notre club créé. C'est indispensable pour nous permettre de continuer à produire toutes les semaines des émissions nouvelles, originales. À bientôt et au plaisir de vous lire. Jour, mon ami, chante.